Est-ce que vous savez ce qu'est l'os hyoïde? Non? C'est un petit os en forme de U qui se trouve à l'avant de votre cou, juste en dessous de la mâchoire. Il est plutôt fragile, mais aussi très important. Parce que quand l'os hyoïde se fracture, ça veut dire quelque chose de très précis. Bah oui, parce que dans la moitié des cas d'étranglement chez les femmes, cet os se brise. Mais dans les cas de pendaison volontaire, ça n'arrive presque jamais. C'est une donnée médicale établie, enseignée dans toutes les écoles de médecine légale. Tous les médecins légistes le savent. Donc on peut se demander comment un médecin légiste a pu examiner le corps d'une jeune femme, noter dans son rapport os hyoïde fracturé et conclure à une mort volontaire. La réponse à cette question va révéler bien plus qu'une simple erreur médicale. Elle va exposer un complot de manipulation et de corruption qui a totalement gangréné une frange de la police. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où tu vas voir qu'on peut faire confiance à personne. D'ailleurs, s'il y a bien un endroit où il faut avoir absolument les yeux derrière la tête, c'est Internet. Est-ce que tu connais l'histoire de ce gars qui s'est fait voler ses pièces d'identité sur son ordinateur et qui a reçu 19 000 PV à son nom derrière? Ça fait beaucoup, même si c'est 1 euro le PV. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est une excellente solution pour te protéger, c'est validé par plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Tu le sais maintenant, ça fait plus de 3 ans que j'utilise CyberGhost et je suis allé voir la boîte aux lettres, j'ai toujours pas de PV. Enfin, à part ceux que j'ai mérités. Bref, un VPN c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce que de base, tu l'es pas, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites, savent toujours qui tu es et te traquent sans relâche pour tes données. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, ce sont tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles que tu proposes en petites friandises aux hackers. Le mur face à ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés et comme ça, hop, personne sait rien de ton activité en ligne. Et franchement, il y en a parmi vous, vu ce que vous commentez, j'ose même pas imaginer ce que vous trafiquez sur internet. CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous tes besoins. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Si t'aimes les animés, les films ou les documentaires sur les mecs qui tuent des membres puis mangent des gens, t'auras plus aucun programme géorestreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Oui, tu peux partager ton abonnement avec du monde. Ne rate surtout pas l'offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03 € par mois. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Alors protège-toi maintenant avec mon lien en description. Bon allez, on commence. Le contrôle de bien-être, c'est quelque chose que les policiers font tous les jours. Une procédure de routine, quelqu'un qui ne répond plus au téléphone, un voisin qui s'inquiète, ou un employeur qui signale une absence prolongée. Dans ce genre de cas, une patrouille est envoyée et frappe à la porte pour vérifier que tout va bien chez la personne concernée. La plupart du temps, c'est rien. Genre un mec qui a perdu son xème match FIFA dans les arrêts de jeu alors qu'il menait 3-0 contre un gamin de 7 ans qui s'est foutu de lui grâce à son micro et il lui a fallu 3 jours dans son lit pour récupérer. Mais comment j'ai pu perdre? Bref, en général, tout va bien. Fin de l'intervention. On passe à autre chose. Mais il arrive aussi que ce ne soit pas rien. Parfois, quand la porte s'ouvre, les policiers découvrent quelque chose qui va les hanter. Le 4 février 2021, à Canton, dans le Massachusetts, 2 officiers se rendent à un immeuble de Windsor Woods pour effectuer un contrôle de bien-être. Il s'avère que Sandra Birchmore, une jeune femme de 23 ans, ne s'est pas présentée au travail depuis 3 jours. Et c'est pour le moins curieux. En effet, elle est assistante à la East Elementary School de Sharon, un boulot qu'elle adore. En voyant les jours défiler sans qu'elle ne se présente, l'appelle ou ne réponde à ses messages, son patron a décidé de faire un signalement. Les policiers s'attendent à la trouver malade, ou peut-être partie en urgence chez de la famille. Ils ne sont donc pas très surpris quand personne ne vient ouvrir lorsqu'ils frappent à la porte de l'appartement, mais décident tout de même d'entrer, au cas où. Après quelques pas dans le logement, ils ne tardent pas à tomber sur le corps de Sandra, assise au sol, en position légèrement inclinée. Une sangle de sac de sport nouée autour du cou. Elle porte les mêmes vêtements que le 1er février, dernier jour durant lequel elle a été aperçue vivante. Les premiers intervenants estiment que Sandra est sûrement morte ce jour-là et découvrent au passage
qu'elle était enceinte de 10 semaines environ. L'enquête démarre immédiatement. Les autorités du comté de Norfolk examinent la scène, interrogent les proches et analysent les éléments. En mai 2021, le bureau du médecin légiste du Massachusetts rend son verdict officiel. Mort volontaire par asphyxie. Elle s'est ôté la vie. Le procureur du comté de Norfolk déclare publiquement qu'il n'y a aucune preuve que Sandra a été victime d'un acte criminel. Elle s'est pendue. Affaire classée. Circuler, y a rien à voir. Sauf que, pour la famille de Sandra, cette conclusion est absurde. Sa cousine, Angelique Pirozzi, refuse catégoriquement d'accepter cette version, parce qu'elle savait que la jeune femme voulait désespérément l'enfant qu'elle portait. Elle faisait des plans pour l'avenir, et elle était très excitée à l'idée de devenir maman. Pour les proches de Sandra, quelque chose colle pas dans tout ça. Ainsi, ils commencent à creuser eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils apprennent que la dernière personne à avoir vu vivante Sandra est un policier de Stoughton, un certain Matthew Farwell, un détective de 35 ans, marié et père de 3 enfants. Les vidéos de surveillance de l'immeuble de Sandra le montrent entrant dans le bâtiment le 1er février 2021 dans la soirée, puis en ressortir environ 30 minutes plus tard. La cousine de Sandra contacte l'enquêteur de la police d'État chargé de l'affaire et lui révèle qu'elle avait apparemment une relation avec ce fameux Matthew. Oui, mais peu importe. L'inspecteur se raccroche au rapport du médecin légiste. Il n'y a pas de preuve qu'il s'agit d'autre chose. Donc la victime s'est donné la mort. Point barre. Simplement, sa famille refuse de lâcher l'affaire. Et elle va se battre durement pour découvrir la vérité. Et c'est pas gagné. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut revenir en arrière et plus précisément à l'enfance de Sandra. Parce que cette histoire sordide n'a pas commencé le 4 février 2021. Sandra Mary Birchmore est née le 13 mai 1997 à Norwood, dans le Massachusetts. Sa mère, Denise McCain Birchmore, l'élève seule. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle porte son nom de famille. Son père n'est pas dans le tableau. Il est absent et n'a aucun contact avec sa fille. Rien. Malheureusement, Denise souffre d'une maladie chronique et peine à s'occuper seule de Sandra. Par chance, sa mère, Grace Coslin, est là pour l'aider. Et elle joue un rôle central dans l'éducation de la petite durant ses premières années de vie. En tout cas jusqu'en 2001, année durant laquelle Grace décède. Sandra n'a alors que 4 ans, et c'est sa grande-tante Claire Godet, la sœur de Grace, qui prend le relais pour aider Denise à l'élever. Pour faciliter les choses, mère et fille emménagent donc chez Claire et son mari, Gérald. Sandra grandit dans un foyer instable sur le plan financier, mais elle est entourée d'amour. Malgré les difficultés, Sandra devient une jeune fille souriante et sociable, qui aime aider les autres. Elle participe à des programmes communautaires dès son plus jeune âge. Et en 2005, à 8 ans seulement, elle assiste au Respect Programme. En 2006, Sandra suit un programme de 14 semaines destiné aux familles à risque. En parallèle, elle développe une passion pour les forces de l'ordre. Elle admire profondément les policiers. L'uniforme, le badge, le serment de protéger et de servir. Pour elle, les officiers de police sont des héros, des gens sur qui on peut compter, des figures d'autorité bienveillantes. Vous voulez un exemple ? Vic Mackey, c'est un très bon flic. Et le rêve de Sandra ? Devenir policière elle-même un jour. En mars 2010, à 12 ans, Sandra essaie de rejoindre le programme Police Explorers de Stoughton, un programme pour les jeunes qui aspirent à une carrière dans les forces de l'ordre. Une sorte d'académie junior où les adolescents apprennent les bases du métier, participent à des exercices et rencontrent des professionnels qui les renseignent. Sandra est d'abord mise sur liste d'attente, mais au printemps 2010, elle est acceptée, et forcément, elle est aux anges. Oui, mais si elle s'approche finalement de son rêve, la vie lui réserve aussi de mauvaises surprises. C'est simple, pour Sandra, 2016 est l'année de tous les deuils. Le 7 mai de cette année, Denise, sa mère, fait un AVC et meurt 2 semaines plus tard, le 18 mai, à l'âge de 52 ans. Sans surprise, Sandra est dévastée. À tout juste 18 ans, elle vient de perdre celle dont elle était la plus proche. Mais elle n'a pas le temps de vraiment faire son deuil en paix. Parce que le 24 juin 2016, soit 1 mois plus tard, sa grande-tante, Claire, décède à son tour. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 6 semaines, la jeune femme perd ses 2 figures maternelles. Après ça, Sandra se retrouve seule, orpheline, sans aucun repère familial stable. Elle s'accroche. Et malgré ces tragédies successives, elle continue à avancer. Elle s'inscrit à Massasoit Community College pour suivre des cours en justice criminelle, puis décroche un boulot d'assistante à la East Elementary School, une école à Sharon. En 2019, Sandra passe l'examen du service civil du Massachusetts, avant d'être placée sur la liste d'éligibilité pour devenir policière à Stoughton. Elle se bat pour réaliser son rêve, sans savoir que ce rêve
est en train de la détruire. Parce que depuis 2010, année durant laquelle elle a rejoint le programme Police Explorers à l'âge de 12 ans, Sandra est sous l'emprise de 3 hommes. 3 policiers qui vont profiter de sa vulnérabilité pour la manipuler, l'abuser et finalement la faire taire. Le programme Police Explorers de Stoughton est dirigé par Robert Devine. En 2010, quand Sandra rejoint le programme à 12 ans, il est lieutenant de la police de Stoughton. C'est même lui qui a créé ce programme en 2002. Robert a ensuite transformé le programme d'un simple club de scouts en une sorte d'académie paramilitaire, où les jeunes apprennent des aspects concrets du travail de policier. Le programme est réputé dans la communauté, et les parents des enfants choisis sont fiers qu'ils y participent. En avril 2014, Denise, la mère de Sandra, écrit même une lettre de remerciement à Robert et au département de police de Stoughton pour leur investissement auprès de sa fille. Ce qu'elle ignore, c'est que rien là-dedans n'est mérité. Bien au contraire. Parmi les instructeurs bénévoles du programme, il y a les frères jumeaux Matthew et William Farwell. Nés en octobre 1985, ils ont eux-mêmes participé au programme Police Explorers quand ils étaient adolescents, sous la direction de Robert. Une fois adultes, il les recrute comme instructeurs bénévoles. En mars 2012, Matthew devient officiellement policier à Stoughton, après avoir travaillé quelques années pour la police de Wellesley. Il a 26 ans quand il rejoint le département, et c'est un bon flic, apprécié de ses collègues. Le 11 mai 2013, il se marie avec sa petite amie et ensemble, ils ont 3 enfants. Matthew devient même le président du syndicat des officiers de patrouille de Stoughton. Il enseigne le maniement des armes à feu et continue à être instructeur dans le programme Police Explorers. En gros, extérieurement, Matthew est un mari dévoué, un bon père de famille et un policier exemplaire. Seulement, dans l'ombre, il mène une double vie, du genre des plus immondes qui soient. Dès l'année 2010, Matthew, alors instructeur bénévole, invité par Robert Devine, commence à s'intéresser à Sandra. Mais c'est à partir de 2011-2012, alors qu'elle est au lycée, qu'il met en œuvre sa manipulation. Il la retrouve à la bibliothèque sous prétexte de l'aider avec ses devoirs. L'ajoute sur Facebook en 2012, créant progressivement un lien de dépendance émotionnelle. Et quand on sait qu'elle a 12 ans, et lui 24-25 quand elle rejoint le programme, on voit vite un tableau malsain se dessiner. Après ça, Matthew et Sandra échangent régulièrement des messages. Pour l'adolescente, qui vient à ce moment-là de perdre sa grand-mère et vit avec une mère malade, l'homme représente une figure stable. Un adulte qui s'intéresse à elle, l'écoute et la soutient. Un policier qui plus est. Quelqu'un en qui elle peut avoir une confiance aveugle parce qu'il a fait le serment de protéger. Non. Comme vous vous en doutez, les intentions de Matthew n'ont rien d'innocente. Ce qu'il fait, ça s'appelle du grooming ou pédopiégeage en français. Ah, il y a moyen de faire un bon score au Scrabble tout en ruinant l'ambiance là. Matthew est en train de conditionner Sandra. Il crée un lien de dépendance émotionnelle avec elle, en utilisant sa naïveté pour pouvoir abuser d'elle. Et malheureusement, le 10 avril 2013, il parvient à ses fins. Sandra a 15 ans et Matthew 27, quand ils ont des rapports sexuels pour la première fois. Dans le Massachusetts, l'âge du consentement étant fixé à 16 ans, ce qu'il commet est un viol statutaire. Des années plus tard, les enquêteurs fédéraux retrouveront des échanges de messages entre Matthew et Sandra, datant de 2020. Dans ces échanges, il se vante d'avoir pris la virginité de la jeune femme, en le lui rappelant avec une pointe de nostalgie écœurante. Les messages révèlent aussi qu'il lui faisait des requêtes franchement sordides. Matthew demande régulièrement à Sandra de faire semblant d'avoir 13 ans, pendant leur rapport, ou de dire à haute voix qu'il est en train de l'agresser. C'est déjà d'une perversité absolue, mais il s'arrête pas là. Entre décembre 2019 et février 2021, Sandra et Matthew échangent 32 709 messages électroniques. 32 709 pour organiser des rendez-vous secrets. Parfois dans un hôtel, parfois dans l'appartement de Sandra à Canton, parfois même sur le parking de Costco, un magasin. Et souvent, Matthew la retrouve pendant ses heures de service. Il falsifie ses rapports d'horaire pour cacher qu'il est en train de coucher avec Sandra plutôt que de patrouiller dans la rue. Matthew utilise son uniforme, son badge et son statut de flic pour abuser d'elle, dans le plus grand calme. Et le pire, c'est qu'il n'est pas le seul. En mars 2017, William Farwell, le frère jumeau de Matthew, devient lui aussi policier à Stoughton. Peu après, il commence à envoyer des messages à Sandra. Entre avril et décembre 2020, William envoie des messages sexuellement explicites à Sandra, pendant qu'il est en service. Il lui demande notamment de lui envoyer des photos et vidéos intimes d'elle. En 2019, William effectue 2 recherches sur Sandra dans le CGIS, la base de données des forces de l'ordre américaines, sans aucune raison officielle. Il utilise donc son accès privilégié à ces données pour l'espionner. Et puis il y a Robert Devine,
le chef du programme. Il soutiendra plus tard qu'il n'a jamais eu de contact personnel avec Sandra, qu'elle n'a jamais eu son numéro de téléphone et qu'il n'a jamais vraiment socialisé avec elle. Sauf que l'enquête interne de la police de Stoughton permet de révéler l'existence d'échanges de messages Facebook entre Robert et Sandra. Sur les réseaux sociaux, il utilisait l'alias Marty Riggs, un personnage de la franchise L'Arme Fatale. C'est sous ce faux nom que Robert communiquait avec Sandra. En décembre 2020, ils arrangent une rencontre sexuelle alors qu'il est en service. Sandra a 23 ans à ce moment-là. Quant à Robert, il en a 48, soit 25 de plus. Encore plus dérangeant, le 1er février 2021, le jour où elle est morte, il la contacte. Les détails de cette communication ne sont pas publics, mais l'information est révélée lors d'une audience disciplinaire en juin 2024. 3 policiers, 3 hommes qui devaient protéger et servir n'étaient rien de moins que 3 gros prédateurs sexuels qui ont exploité une jeune fille vulnérable depuis son adolescence. Un schéma récurrent qui va culminer à l'automne 2020, quand tout va dégénérer. En octobre 2020, Sandra apprend que Michelle, la femme de Matthew, est enceinte de leur 3e enfant. Le bébé doit naître en février 2021. Pour Sandra, cette nouvelle est d'autant plus dévastatrice qu'elle a déjà vécu un deuil terrible quelques mois plus tôt. Au printemps 2020, elle était tombée enceinte une première fois, mais avait fait une fausse couche. Perdre ce bébé l'avait profondément affectée. Alors quand Sandra découvre que Michelle attend un bébé de Matthew, c'est comme un coup de couteau supplémentaire. Elle est d'autant plus dévastée qu'elle a une relation avec lui depuis ses 15 ans, soit déjà près de 8 ans. Sandra sait que Matthew est marié et qu'il a des enfants, mais elle s'est toujours accrochée à l'espoir qu'un jour, peut-être, il la choisirait elle et quitterait sa femme. Bon, là, elle a la preuve manifeste qu'il n'a jamais eu l'intention de se mettre avec elle, et se sent trahi, voire humilié. Le 5 octobre 2020, un ami proche de Sandra, Joshua Hill, lui confirme la grossesse de Michelle, et elle réagit violemment, menaçant de tout révéler à la femme de Matthew. Elle rédige même un message qu'elle lui destine. « Je vous contacte juste pour vous informer que votre mari, Matthew, couche avec moi depuis avant même que vous ne soyez mariés. » Elle envoie une copie de ce message à Joshua, mais elle ne le transmet finalement jamais à Michelle. Le 12 octobre 2020, Sandra confronte Matthew directement et lui pose un ultimatum. S'il ne lui fait pas un enfant à elle aussi, elle révélera tout. Et tout, ça veut dire les viols statutaires, ses rapports avec elle pendant qu'il était en service, et son infidélité. C'est une déclaration désespérée, irrationnelle, mais compréhensible pour quelqu'un qui a déjà perdu un bébé, et qui a été manipulé par un adulte depuis le début de son adolescence. Pour préserver sa famille, Matthew accepte, et a des rapports non protégés avec Sandra pendant ses périodes d'ovulation. En décembre 2020, elle découvre qu'elle est enceinte. Et pour elle, après sa fausse couche, c'est un vrai miracle. Elle a toujours voulu être mère. C'est même son plus grand rêve. Sandra commence alors immédiatement à faire des plans. Échographie, tests génétiques, révélation du sexe, rendez-vous chez le médecin. Elle achète même des vêtements de bébé et prend des précautions pour assurer la santé de son enfant. Sandra dit aussi à ses amis, à ses collègues et à sa famille qu'elle est enceinte, en précisant que Matthew est le père. Seulement, ce dernier partage pas vraiment cet enthousiasme. Au contraire, il devient de plus en plus agressif et insiste pour qu'elle avorte en lui disant que l'enfant n'est pas de lui parce que le timing ne colle pas. Sauf que Sandra refuse de le croire et les tensions montent. Matthew devient violent, il la pousse, la bouscule et alors qu'elle est enceinte, il l'étrangle en lui soufflant qu'il aimerait qu'elle meure. Sandra confie à ses proches qu'il devient de plus en plus menaçant et leur dit qu'il lui a ordonné de régler le problème, sans quoi il s'en occupera lui-même. Elle dit aussi à certains de ses amis que si quelque chose lui arrive, ils doivent regarder du côté de Matthew. Le 20 janvier 2021, environ une semaine avant la mort de Sandra, un événement crucial se produit. L'une de ses amies appelle le département de police de Stoughton et révèle que Matthew ne tire pas à blanc, puisqu'il a mis enceinte une policière de son service. L'employé du commissariat qui prend l'appel en informe l'officier. Et il explose de rage, ordonnant à son collègue de n'en parler à personne. Juste après, Matthew envoie des messages furieux à Sandra. Et quelques jours plus tard, il se rend chez elle, à Canton. Il lui demande de lui donner un double de la clé de son appartement et de garder ça secret. En réalité, Matthew est conscient qu'il est en train de perdre le contrôle sur la situation. L'information sur leur relation commence à sortir. Sandra refuse d'avorter. Et elle parle à tout le monde de sa grossesse. Elle est excitée et fait des projets. Mais pour Matthew, c'est un désastre imminent. Si Sandra parle et qu'il est publiquement reconnu comme le père de son bébé, toute sa vie va s'effondrer. Son mariage, sa carrière, sa réputation. Et surtout, il risque d'être poursuivi. Il est donc temps que Sandra se taise définitivement.
Le 1er février 2021, un blizzard s'abat sur Boston et sa région. Environ 30 cm de neige sont prévus. Les routes sont dangereuses et la visibilité est nulle. Ce matin-là, Michelle, la femme de Matthew, doit accoucher par césarienne, programmée à l'hôpital Newton-Wellesley de Boston. Son époux la dépose à l'hôpital, puis il quitte l'établissement. On sait que dans l'après-midi, Sandra est encore vivante. Les vidéos de surveillance de son immeuble la montrent en train de faire des allers-retours avec un grattoir à glace pour dégager sa voiture. Elle fait également sa lessive. Ce jour-là, Sandra contacte aussi une photographe pour organiser une séance photo de nouveau-né. Elle n'a absolument pas l'attitude de quelqu'un qui prévoit de mettre fin à ses jours. En soirée, Matthew envoie un message à Sandra pour lui dire qu'il aimerait passer la voir quelques minutes. Malgré le blizzard, les routes impraticables et le fait que sa femme vient d'être admise à l'hôpital, il décide de conduire jusqu'à Canton. À 21h10, Sandra répond à Matthew que la porte est ouverte. 4 minutes plus tard, les caméras de surveillance le filment alors qu'il pénètre dans l'immeuble de la jeune femme, portant un masque et une capuche. Il reste un peu moins de 30 minutes à l'intérieur. Et à 21h40, l'application santé de l'iPhone de Sandra enregistre ses derniers mouvements. Elle fait 8 pas, puis plus rien. Le téléphone, qui suivait automatiquement ses déplacements grâce à ses capteurs intégrés, n'enregistre plus aucune activité par la suite. À 21h43, les caméras filment Matthew qui sort de l'immeuble et repart dans la tempête. Le lendemain matin, 2 février 2021 à 9h25, Michelle donne naissance à leur 3e enfant, un garçon. Matthew est présent à ses côtés, tout sourire, et il porte les mêmes vêtements que la veille. Moins de 13 heures séparent le moment supposé du meurtre de Sandra et la naissance de son 3e enfant. Pendant ce temps, à Canton, la jeune femme repose sur le sol de son appartement, tuée la veille au soir par étranglement. Un crime mis en scène pour laisser penser qu'elle s'était ôté la vie. 3 jours plus tard, le 4 février 2021, son employeur demande un contrôle de bien-être. Et c'est là que les policiers découvrent son corps. Conclusion officielle, la victime a mis fin à ses jours. Matthew étant le dernier à l'avoir vue vivante, les enquêteurs l'interrogent. Il admet avoir eu une relation sexuelle avec Sandra, mais prétend qu'elle a commencé en 2020, quand elle avait 22 ans, et qu'elle a duré moins d'1 an. Matthew dit être venu chez Sandra le soir du 1er février pour mettre fin à leur relation. Et quand il est parti, elle allait bien. Elle était debout dans sa cuisine. Il précise également qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'elle portait. L'enquête de la police d'État et du procureur du comté de Norfolk n'ayant abouti à aucune accusation criminelle, Matthew rentre chez lui, libre. Il reprend sa vie de famille et son rôle de policier respecté. 3 ans durant, il va vivre normalement, comme si de rien n'était. Sauf que c'était sans compter sur les proches de Sandra, qui ne mordent pas à l'hameçon et ont bien l'intention de découvrir la vérité. Entre 2021 et 2024, la famille de Sandra se bat becs et ongles. En 2022, ils déposent une plainte au civil pour mort injustifiée contre 3 anciens policiers de Stoughton. Matthew Farwell, son frère jumeau William et le superviseur Robert Devine. Les accusations, grooming, abus sexuels et négligence institutionnelle. L'affaire commence à faire du bruit. Alors la police de Stoughton lance une enquête interne. La même année, la chef de la police publie un rapport accablant. Elle décrit, je cite, « une combinaison soutenue et délibérée de mensonges, de tromperies et de traîtrises qui a violé les politiques du département. » Elle l'admet. Les 3 policiers ont eu des relations inappropriées avec Sandra Birchmore. Les jumeaux Matthew et William Farwell démissionnent en 2021 et 2022. Quant à Robert Devine, il annonce sa retraite. Mais malgré les révélations accablantes de l'enquête interne, aucune charge criminelle n'est déposée par les autorités du Massachusetts. Le procureur du comté de Norfolk maintient sa position. Sandra a mis fin à ses jours toute seule, personne ne l'a tuée. Le procureur, il doit être particulièrement mauvais au Cluedo. Mais par chance, les proches de la victime ne sont pas seuls dans leur combat. En 2023, Kirk Minihane et Dave Cullinane, animateurs du podcast True Crime The Case, consacrent une saison entière à l'affaire Sandra Birchmore. Ils ne croient pas une seconde à la thèse officielle et décident de mener leur propre enquête. Pendant des mois, ils harcèlent littéralement les autorités pour obtenir l'accès aux preuves, notamment les vidéos de surveillance de l'immeuble de Sandra. Et ils finissent par gagner. Le bureau du procureur du comté de Norfolk leur remet les images. Ces vidéos montrent Matthew entrant et sortant de l'appartement de Sandra le soir de sa mort. Des images que les autorités détenaient.
mais qu'elle n'avait jamais jugé bon de rendre public. Le podcast diffuse ces révélations et l'affaire devient virale sur TikTok, attirant l'attention de millions de personnes. La pression monte, les gens s'indignent et soudain, ce qui était un dossier classé dans un coin devient une affaire nationale. À l'automne 2023, le procureur transfère le dossier au bureau de la procureure générale du Massachusetts et le FBI décide de mettre le nez dans le dossier. Il le rouvre entièrement et à partir de mars 2024, des agents fédéraux commencent à interroger des proches de Sandra. Au mois de juin suivant, 2 experts vont changer la donne. La famille de Sandra engage un pathologiste légiste de renommée mondiale. Il a travaillé sur des affaires célèbres telles qu'O.J. Simpson, Jeffrey Epstein et George Floyd, pour ne citer que celle-là. L'homme examine les preuves disponibles dans le dossier et sa conclusion est sans appel. Sandra a été victime d'un meurtre. Elle ne s'est pas donné la mort. En parallèle, le FBI engage son propre expert, un médecin spécialisé en médecine légale et reconnu en matière de strangulation. Il analyse les photos de la scène de crime et de l'autopsie et arrive à la même conclusion. Homicide par strangulation. Le médecin note également que le collier de Sandra a été retrouvé cassé au niveau de la chaîne, et non du fermoir, ce qui indique qu'il y a eu une lutte. Les enquêteurs fédéraux vont alors découvrir que les investigations initiales sont passées à côté de preuves cruciales. Premier élément, l'os hyoïde fracturé. Le rapport d'autopsie du médecin légiste du Massachusetts, rédigé en mai 2021, mentionne que l'os hyoïde de Sandra était fracturé du côté droit. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'os hyoïde est un petit os en forme de U situé à l'avant du cou. Selon les manuels de pathologie légiste, il est fracturé dans la moitié des cas de meurtre par strangulation chez les femmes, mais rarement, voire jamais, dans les cas de pendaison. Pourtant, le médecin légiste du Massachusetts n'est pas allé dans le sens de la thèse du meurtre. Deuxième élément, les 8 derniers pas. Le FBI analyse l'application santé de l'iPhone de Sandra. Les données montrent que le dernier mouvement enregistré se produit à 21h40 le 1er février. 8 pas, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, les caméras de surveillance filment Matthew quittant l'immeuble. Si Sandra était vivante dans sa cuisine quand Matthew est parti, comme il le prétend, pourquoi son téléphone n'a-t-il plus jamais enregistré de mouvement après son départ ? Oui, parce que l'appareil a été retrouvé sur le sol de sa chambre, batterie à plat, 3 jours plus tard. Si Sandra s'était donné la mort après le départ de Matthew, elle aurait dû se déplacer, bouger, et le téléphone aurait capté ses mouvements. Mais il n'y a rien. Après 21h40, elle n'a plus bougé d'un pouce. Troisième élément, les 32 709 messages. Le FBI récupère l'intégralité des échanges électroniques entre Sandra et Matthew. Texto, messages Facebook, email, ils ont tout. Ces messages échangés entre décembre 2019 et février 2021 démontrent sans aucun doute possible que leur liaison n'a pas commencé en 2020 et que Matthew s'est montré menaçant à l'égard de Sandra. Quatrième élément, ce qu'elle a fait le jour de sa mort. Tout un tas de choses qui indiquent tout, sauf qu'elle avait l'intention d'en finir. En tout cas, statistiquement, une personne qui a ce type d'objectif accomplit très rarement ce genre de tâches dans une journée. Cinquième élément, les mensonges répétés de Matthew. Il s'est même permis de dire que Sandra avait été hospitalisée plusieurs fois pour des problèmes psychiatriques. Seulement, il n'y a qu'une seule instance documentée, en mai 2020, après une dispute avec sa grand-mère, et les médecins ont conclu qu'elle n'était pas en danger. Sixième et dernier élément, l'appel d'un témoin. Le FBI retrouve l'employé de la police de Stoughton qui a pris l'appel de l'ami de Sandra le 20 janvier 2021. Cet employé témoigne que quand il a informé Matthew de l'appel, il l'a vraiment très mal pris. Selon l'affidavit du FBI, c'est un moment pivot. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Matthew sait que son secret est peut-être sur le point d'être révélé. Et moins de 2 semaines plus tard, Sandra est morte. Ça fait beaucoup là, non ? Difficile de pas faire de lien. Avec tous ces éléments en main, le FBI en est convaincu. Sandra Birchmore a été assassinée. Mais il reste un problème de taille. Le médecin légiste du Massachusetts maintient toujours sa conclusion officielle. Le 16 août 2024, le FBI organise une réunion cruciale au bureau du médecin légiste. Une réunion qui dure 3 heures. Les fédéraux présentent leurs preuves. Leur expert expose ses conclusions et, ensemble, ils démontent point par point l'analyse du médecin légiste de l'État. C'est une dernière chance donnée aux autorités du Massachusetts de changer leur position. Mais rien n'y fait. Malgré les preuves accablantes, le légiste de l'État refuse de modifier sa conclusion. Bon, pour le FBI, c'est terminé. Ils vont procéder seuls. Le 28 août 2024, à 7h du matin, une équipe SWAT du FBI interpelle Matthew. Il est au volant d'un camion transportant du gravier dans un parking du centre commercial à River, dans le Massachusetts, quand les agents l'extraient du véhicule. Il est menotté,
puis mis en garde à vue et l'acte d'accusation est dévoilé dans l'après-midi. Matthew Farwell, 39 ans, est inculpé d'un chef d'accusation fédéral, meurtre d'un témoin ou d'une victime. Selon les procureurs fédéraux, il a étranglé Sandra Birchmore le 1er février 2021 et a mis en scène sa mort pour que tout le monde croie qu'elle avait voulu en finir. Le but ? L'empêcher de révéler qu'il avait commis des crimes fédéraux, abus sexuels sur mineurs sous couvert d'autorité et fraude électronique à travers la falsification de ses rapports d'horaire. Ce chef d'accusation est passible de la peine de mort. Le 28 octobre 2024, un acte d'accusation supplémentaire est déposé. Matthew est maintenant aussi accusé d'avoir causé la mort de l'enfant à naître de Sandra. C'était un petit garçon dont elle était tombée enceinte 8 à 10 semaines avant son décès. Et au moment où vous pensez qu'il n'y en a plus, il y en a encore, parce qu'il y a un rebondissement dans cette affaire. En juin 2025, les résultats des tests ADN tombent. Matthew n'est pas le père biologique de l'enfant de Sandra. Une curieuse révélation, notamment parce qu'elle confirme que l'ex-policier disait peut-être la vérité sur ce point. Il n'était pas le père du bébé. Sauf que bon, ça l'innocente en rien du meurtre de Sandra. Au contraire, ça renforce le mobile. Matthew pensait l'avoir mise enceinte, et c'est ça qui l'a poussé à la tuer, pour qu'elle ne révèle pas leur relation. Très bien, seulement il reste un mystère à éclaircir. Si Matthew n'était pas le père de l'enfant de Sandra, qui était-ce ? William, le frère jumeau de Matthew, qui lui envoyait des messages à connotation sexuelle en 2020, ou Robert Devine, qui a couché avec Sandra en décembre de la même année. Un autre homme dont on ne connaît pas l'identité. À ce jour, les autorités n'ont pas révélé l'identité du père biologique de l'enfant, et le mystère reste entier. Le procès de Matthew est prévu pour le 5 octobre 2026. Dans cette attente, il est détenu sans possibilité de caution dans un centre de détention à Rhode Island. De son côté, il plaide non coupable des charges qui pèsent contre lui. Le département de la justice doit décider avant le 20 janvier 2026 s'il va ou non requérir la peine de mort. En attendant, les questions restent nombreuses. William et Robert n'ont pas été accusés de quoi que ce soit. L'enquête fédérale s'est concentrée uniquement sur Matthew, et c'est close sans charge supplémentaire contre les deux autres hommes. Il reste cependant impliqué dans la plainte civile pour mort injustifiée déposée par la famille de Sandra. Ils ont également fait face à des procédures disciplinaires devant la Peace Officer Standards and Training Commission, abrégé POST. C'est l'organisation qui régule les licences des policiers dans le Massachusetts. En mars 2023, Matthew a accepté que sa licence de policier soit révoquée, bien qu'il n'ait admis aucun acte répréhensible. William, quant à lui, a longtemps contesté la révocation de la sienne. En octobre 2024, un accord est conclu. William accepte de ne plus jamais travailler en tant que policier dans le Massachusetts. Robert, quant à lui, se défend vigoureusement. Lors d'audiences disciplinaires qui se sont déroulées en juin et juillet 2024, il a soutenu que Sandra mentait sur tout. Il a affirmé qu'elle le draguait et lui proposait des relations sexuelles en termes explicites. Robert dit que Sandra racontait des mensonges à son sujet à la demande de William. Il a aussi prétendu que ses comptes Facebook avaient été piratés et que c'était pas lui qui envoyait ces messages. En octobre 2024, un juge administratif rend ses recommandations disciplinaires concernant Robert. Mais le poste décide de garder la décision secrète pour le moment. L'affaire Sandra Birchmore soulève des questions systémiques pour le moins dérangeantes. Parce que la base de cette histoire, c'est que 3 policiers ont pu abuser d'une mineure pendant des années sans être inquiétés. Pourquoi l'enquête initiale, menée par la police d'État du Massachusetts et le procureur du comté de Norfolk, a-t-elle été si bâclée ? Pourquoi le médecin légiste a-t-il conclu à autre chose qu'un étranglement par tierce personne, malgré un os hyoïde fracturé ? Pourquoi les autorités locales n'ont-elles pas pris au sérieux le signalement de la famille de la victime ? Cette affaire présente des parallèles troublants avec un autre cas du comté de Norfolk, celui de Karen Reed. Elle est accusée d'avoir tué son petit ami, l'officier de police John O'Keefe, en 2022. Sauf que la défense affirme qu'elle a été piégée par d'autres policiers qui ont couvert le vrai crime. Son premier procès s'est soldé par un jury dans l'impasse en juillet 2024. Rejugée en 2025, elle a été acquittée des charges principales en juin. La question qu'on peut légitimement se poser est donc incompétence, corruption ou les deux ? Voici pour cette affaire absolument immonde, et je vous avais dit, on peut faire confiance à personne. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et tout ça sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si t'es arrivé jusqu'au bout, écris police en commentaire, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si tu as aimé que je te la raconte. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve très vite. Bye.